Bon, écoutez, monsieur le rapporteur, nous allons poursuivre nos travaux de la commission d'enquête avec l'audition de monsieur Loïc Tanguy en qualité de conseiller consommation et pratiques commerciales du ministre délégué auprès du ministre chargé des petites et moyennes entreprises entre juillet 2020 et mai 2022, soit Alain Grisset, et de juillet 2020 à décembre 2021 avec de juillet 2020 et à décembre 2021 avec Alain Grisset et avec Madame Olivier Grégoire, pardon, de décembre 2021 à mai 2022. C'est bien ça? Oui. Allez-y, Jean-Brie. Je peux me permettre, Monsieur le Président, c'était avec Jean-Baptiste Lemoine. Ah, moi, je n'ai pas ce nom-là, donc c'est pas grave. C'est pas grave, donc on rectifie. Jean-Baptiste Lemoine, c'était en premier ou en second? En second, entre décembre 2021 et mai 2022. À la place de Madame Olivier Grégoire. Exactement. D'accord. Merci de cette modification. Donc, monsieur, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci également. Je suis obligé de vous demander si vous n'avez aucun lien d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'objet de votre commission d'enquête. Merci. Donc, je rappelle pour les internautes, puisque cette audition est retransmise en direct sur le site du Sénat, que ce dernier a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Cette audition de cet après-midi a pour objectif de faire la lumière sur l'attitude et les décisions des ministères à l'égard de Nestlé Water. Donc, monsieur Tanguy, vous avez été conseiller consommation auprès des ministres de la Consommation Alain Grisset et Jean-Baptiste Lemoine, donc de 2020 à 2022. Au surplus, vous avez exercé 4 ans à la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes en qualité de directeur de cabinet adjoint de juillet 2016 à juillet 2017, puis de directeur de cabinet de juillet 2017 à juillet 2020. Tout ça est bien précis. Les questions de protection du consommateur n'ont donc pas de secret pour vous. Quand et comment avez-vous appris l'existence des traitements illégaux pour certaines eaux minérales? Comment vous et vos ministres successifs avez-vous réagi? Comment vous et vos ministres successifs avez-vous réagi? Quel rôle avez-vous joué dans les décisions des pouvoirs publics en la matière? Quelles leçons tirez-vous de cette crise qui entame la confiance des consommateurs pour un secteur auquel nous tenons tous? Voici les thèmes sur lesquels notre rapporteur va vous interroger. Donc, nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Un propos préliminaire de 20 minutes, si vous le souhaitez. Et après, le rapporteur vous posera des questions. Et si nos collègues sont là, ils auront aussi la possibilité de vous poser d'autres questions. Donc, monsieur Tanguy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, comme vous m'y invitez, Monsieur le Président, je me permets de commencer cette audition par un propos liminaire pour détailler mon implication dans ce dossier entre septembre et novembre 2021. Je vous prie d'avance de bien vouloir m'excuser pour d'éventuelles imprécisions dans ce récit. Les faits discutés remontent maintenant à plus de 3 ans et mes souvenirs sont à ce titre parcellaires. À la mi-septembre 2021, je suis destinataire d'une note adressée par la directrice générale de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la ministre chargée de l'Industrie. Cette note fait suite à un rendez-vous entre des représentants de la société Nestlé Waters et le cabinet de la ministre qui s'est tenu 2 semaines plus tôt, fin août 2021. Je n'étais pas informé de cette réunion et je n'y participais pas. Dans cette note, la DGCCRF fait un point sur la réglementation applicable aux eaux minérales naturelles et elle détaille les investigations qu'elle mène dans ce secteur. Focalisée initialement sur un acteur en particulier, l'enquête de la DGCCRF progresse bien et est susceptible de s'étendre à d'autres acteurs comme Nestlé Waters, qui utiliseraient sur certaines sources des procédés non autorisés. Il me semble à la lecture de cette note que la DGCCRF fait parfaitement bien son travail de lutte contre les fraudes au service des consommateurs. La note précise enfin
que les investigations sont toujours en cours et qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions définitives. En effet, les constats que le SNE, le Service national des enquêtes de la DGCCRF, a déjà pu effectuer doivent être approfondis par des échanges complémentaires avec le ministre de la Santé. En effet, c'est ce ministère, et notamment la Direction générale de la santé, la DGS, et les agences régionales de la santé, qui sont compétents en matière de traitement et de sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles. Cette note est essentiellement descriptive et ne demande pas d'arbitrage des ministres. Par ailleurs, elle ne fait pas état d'un quelconque risque sanitaire. Le cabinet de la ministre chargée de l'Industrie prend l'initiative de contacter le ministère de la Santé. Au cours des semaines qui suivent, je suis alors tenu informé des échanges qui ont lieu entre les deux ministères, et notamment d'une réunion mi-octobre qui réunit les deux cabinets et les directions générales de la santé et de la DGCCRF. C'est dans ce cadre que je suis informé de la décision de saisir l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et suis en copie d'échanges entre la conseillère du cabinet Industrie et la DGCCRF sur cette saisine. Pendant cette période, au titre de mes fonctions, je suis en contact régulier avec la DGCCRF, que je connais bien, comme vous l'avez dit en introduction, avec la directrice générale et ses directeurs de cabinet. À aucun moment, ils ne me feront monter de difficultés ou de points bloquants dans le cadre de ces échanges. Le choix d'effectuer cette saisine de l'IGAS me semble à même de répondre de manière satisfaisante à la situation rencontrée, et ce pour 3 raisons principales. La première, c'est que cette mission doit permettre d'approfondir la question du risque sanitaire. Si aucun risque ne semble apparaître a priori, il me semble effectivement important de pouvoir approfondir cette question. La deuxième raison est que cette mission prévoit de créer un cadre d'intervention conjoint des ARS, de l'IGAS et du SNE de la DGCCRF. S'agissant d'une enquête qui se situe à l'interface des domaines de compétences de la DGCCRF et du ministère de la Santé, ce dispositif de coordination me semble à même de permettre à l'enquête d'être finalisée dans les meilleures conditions. Pour finir, cette lettre de mission prévoit de faire un large diagnostic de l'ensemble du secteur. Dans sa note et résultat de ces enquêtes, la DGCCRF suspectait que les pratiques frauduleuses pouvaient être généralisées. Il était donc particulièrement opportun de faire toute la lumière sur cette affaire et qu'une mission puisse couvrir les différentes entreprises du secteur et dresser un panorama complet de la situation. La saisine de l'IGAS est mise à la signature des ministres début novembre. Je fais remonter le parapheur à Bruno Le Maire en tant que ministre tutelle de l'ensemble des ministères de Bercy, afin qu'il puisse signer cette lettre de mission. La saisine de l'IGAS est ainsi signée par les ministres le 19 novembre 2021. À l'issue des élections présidentielles du printemps 2022 et de la formation d'un nouveau gouvernement, je quitte mes fonctions de conseiller ministériel en mai 2022. À cette date, la mission IGAS n'a pas encore finalisé ses travaux et rendu ses conclusions. Monsieur le Président, dans ce dossier, comme pendant mes 2 années en cabinet au ministère de l'Économie, ma priorité en tant que conseiller consommation et pratiques commerciales aura toujours été de créer un cadre permettant à la DGCCRF d'exercer au mieux ses missions et de protéger les consommateurs et l'ordre public économique. Voilà, Monsieur le Président, mon propos liminaire est maintenant terminé. Je suis à votre disposition et à celle de Monsieur le rapporteur pour toutes les questions et demandes de précision que vous voudrez bien me formuler. Merci beaucoup, Monsieur Tanguy. Comme vous me le suggérez, je laisse tout de suite la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Tanguy, pour votre venue devant notre commission d'enquête. Je vais peut-être vous poser un certain nombre de questions aussi de contextualisation et liées à cette affaire pour que nous puissions y voir plus clair. Donc, le 31 août 2021, Muriel Liénot, responsable de Nestlé, obtient un entretien à sa demande avec le cabinet de Madame Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, pour, nous a-t-elle dit, faire œuvre de transparence quant à l'étendue des traitements non autorisés, filtres à charbon UV, qui sont mis en place dans les usines de Nestlé dans les Vosges et le Gard, et pour lui soumettre les plans de transformation visant à remplacer ces traitements par d'autres traitements qui font aussi l'objet de discussions dans le cadre de cette commission, la microfiltration à 0,2. Est-ce que on vous a rendu compte de ces échanges et de quelle manière et avec quel niveau de précision? Je n'étais pas présent à cette réunion, Oui. Et c'était de manière assez logique puisque c'était une demande qui avait été formulée au cabinet du ministre de l'Industrie. Je ne saurais pas vous dire aujourd'hui si j'ai été débriefé de cette réunion entre le 31 août et le 14 septembre.
Mais comme je le disais dans mon propos préliminaire, j'ai été destinataire d'une note de la directrice générale de la CCRF le 14 septembre. Et en tout état de cause, j'étais informé à cette date. Très bien. Peut-être un point de curiosité qui nous a surpris, nous, dans le cadre de nos travaux, c'est que, de prime abord, en tout cas le plus évident, c'est que nous sommes face à un sujet de tromperie du consommateur. Davantage que dans un dossier industriel. En tout cas, le cœur du scandale, de l'affaire, quelque part, c'est la question de la tromperie du consommateur. Qui a tranché quelque part? Est-ce que c'est vraiment, finalement, le choix d'industriel d'aller vers l'industrie qui a dicté la réponse de l'administration, qui, parce qu'il est rentré par cette porte, ça a été traité dans l'industrie? Ou est-ce qu'à un moment, il y a eu une forme de délibération entre les ministères économiques pour se dire que ça devait être traité là, plutôt que du côté de défense des consommateurs, qui était plutôt dans votre périmètre? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les choses se passent dans ce cadre-là? Parce que notre impression, c'est que finalement, c'est l'industriel qui choisit sa porte d'entrée et qui finalement demeure l'autorité traitante quelque part. Est-ce que ça vous semble une juste vision? En tout état de cause, l'industriel a choisi sa porte, comme vous l'avez indiqué. Il ne m'a pas contacté, je ne crois pas les avoir rencontrés, je suis sûr de ne pas les avoir rencontrés dans ce cadre. Ni avoir été sollicité par ni avoir été sollicité par Nestlé ou par ses conseils? Non, je n'ai pas été sollicité par Nestlé dans le cadre de cette affaire. J'ai pu avoir à les rencontrer dans d'autres, sans doute, dans d'autres dossiers, mais en tout cas, pas avec Nestlé Waters. Et la question de ces traitements n'a jamais été abordée avec moi. D'accord. Le deuxième point, c'est qu'à Bercy, il y a une coordination entre les cabinets. Les cabinets de Bercy se connaissent, se côtoient, travaillent ensemble toute l'année. C'est grand, Bercy. C'est grand, mais les cabinets sont proches. Comme vous le savez, je connaissais Madame Poivert, puisque quand j'étais directeur de cabinet de la DGCCRF, elle était conseillère en charge de la consommation pour Agnès Pannier-Runacher. Donc je connaissais Lucille, et comme elle a pu vous le dire dans son audition, nous avons travaillé main dans la main dans ce dossier. C'est elle qui a pris quelque part le pilotage côté Bercy, et de manière assez naturelle, puisque c'est elle qui avait eu connaissance du dossier, puisque c'est elle qui avait été contactée, c'est elle qui avait eu les excusez-moi, c'est elle qui avait eu les interactions avec Nestlé Waters. Et donc c'est elle qui pilotait, c'est elle qui a pris l'initiative des échanges avec le ministère de la Santé, mais j'étais, comme elle vous l'a dit, dans les boucles. D'accord. Et est-ce que, au-delà d'être dans les boucles, vous avez été associé aux réflexions? Quelle a été la part, je vais essayer de le dire simplement, quelle a été la part du ministère que vous représentiez et de votre ministre dans les réflexions et les décisions qui ont été prises? Qu'est-ce que vous avez apporté dans cette discussion? Comme je vous dis, Lucille Poivert a pris l'initiative des rendez-vous, elle a pris l'initiative des contacts avec la DGS, elle me tenait au courant de ce qui a été discuté. Par ailleurs, je vous disais, j'avais des contacts très réguliers avec la DGCCRF. Et on ne m'a pas fait remonter de difficultés, donc je considérais que le dossier était traité de manière cohérente et que l'action de la DGCCRF n'était pas entravée. En tout cas, il n'y avait pas de difficulté dans l'action de la DGCCRF par les décisions qui pouvaient être prises. Et vous avez eu, est-ce que vous avez eu un temps sur ce sujet, une discussion avec votre ministre de rattachement? Alors, sur ce point spécifique, je n'ai pas la réponse. Mes souvenirs sont trop lointains. Je ne saurais pas vous dire si j'en ai discuté avec Alain Griset ou pas. D'accord. D'accord. En tout cas, il n'a pas rendu d'arbitrage qui vous ait marqué, visiblement. Non, il n'y a pas eu d'arbitrage. En tout état de cause. Il n'y a pas eu d'arbitrage, ça vous pouvez en attester. Ça, c'est sûr. La question de comme je vous si le vous en disais, avez parlé avec lui. Ça, je ne saurais pas vous dire. D'accord. Par contre, et je vous le disais en introduction, la DGCCRF était évidemment en phase avec les décisions qui avaient été prises, avec la saisine des LIGAS. Et cette saisine de l'IGAS était une bonne solution, une solution cohérente pour permettre à l'enquête de se poursuivre. Oui, juste pour notre compréhension, ce qui est assez difficile à saisir dans la réaction des pouvoirs publics et notamment de Bercy pour la commission d'enquête, et j'aimerais vous faire réagir là-dessus, c'est que vous apprenez, Bercy, vous-même le 14 septembre, mais vous apprenez qu'il y a des fraudes. Elles sont attestées, elles sont même signalées par l'industriel lui-même. Et le choix qui est fait, c'est le choix exclusif de l'interne, de l'enquête, et absolument pas le choix du cabinet de la consommation, peut-être je vous le dis plus encore qu'aux autres, le choix de l'information du public, le choix du fait que des Français, pendant de nombreuses années encore, vont boire ce qu'ils croient être de l'eau minérale naturelle, or elle n'est pas naturelle puisqu'elle est traitée, comme l'est l'eau du robinet, alors qu'elle est vendue 120 fois le prix de l'eau du robinet. Donc par conséquent, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là,
enfin, je ne veux pas dire que vous êtes un peu le UFC que choisir du gouvernement, mais vous avez quand même une responsabilité de défendre du consommateur un peu plus importante. Il me semble que le ministère de l'Industrie et donc on a l'impression que vous êtes un peu à la remorque du dossier. Vous le dites vous-même, mise en copie, pas d'arbitrage politique de votre côté avec le ministre. Enfin, est-ce que vous avez l'impression que vous avez pris pleinement la mesure du dossier, quoi? C'est ça que je veux dire à travers ma question. Je pense que la question que vous posez, je pense qu'elle est liée à la communication qui est susceptible d'être faite à cette date. Pour moi, il est très clair qu'entre septembre et mai 2000 et même juillet 2022, ce n'est pas le temps de la communication. Je pense qu'il faut séparer les affaires où on a un risque sanitaire. Et là, je crois que ma première réaction en voyant cette note a été de m'assurer qu'il n'y avait pas de risque sanitaire. Quand il y a un risque sanitaire, il faut une information immédiate du consommateur. Et c'est ce qui est fait par l'État, ce qui est fait par les pouvoirs publics. Et pendant que j'étais en cabinet, on a renforcé cette communication avec le site Rappel Conso pour que, quand il existe un risque sanitaire, l'ensemble des mesures soient prises pour informer les consommateurs. Donc juste, pardon, parce que c'est un point important. Donc ça veut dire que lorsque nous ne sommes pas face à un risque sanitaire, la doctrine de l'État, lorsqu'il y a un industriel qui vient relater une fraude à la consommation, ce n'est pas d'en informer immédiatement les consommateurs. Alors, est-ce que c'est ça la doctrine? C'est ça que vous avez l'air de dessiner. Quand on parle d'une fraude, on parle d'une tromperie ou d'une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation, qui est un délit pénal. Qui est réprimé par 2 ans de prison, 2 millions d'euros d'amende et même potentiellement plus en pourcentage du chiffre d'affaires. Les enquêtes en matière de fraude, elles sont réalisées par les agents de la DGCCRF et elles sont réalisées dans un cadre bien précis. Dans un cadre bien précis, pourquoi? Pour pouvoir rassembler tous les éléments pour démontrer la matérialité, l'intentionnalité et que les faits puissent être portés devant le juge pénal et que les personnes qui ont trompé le consommateur puissent être sanctionnées. Et ça, la contrepartie de cette procédure extrêmement lourde et des conséquences qui y sont attachées, c'est qu'on est tenu par le secret de l'instruction, enfin par le secret de l'enquête. Au moment où on enquête sur une fraude pénale, on ne peut pas communiquer. Donc c'est pour ça que le temps qui s'ouvre, et d'ailleurs qui s'était déjà ouvert, puisque, vous le savez, la DGCCRF, elle avait déjà des enquêtes en cours. À ce moment-là, c'est le temps de l'enquête, c'est le temps, comme je le disais en introduction, de faire un panorama plus large pour voir est-ce que c'est seulement les pratiques de quelques industriels ou est-ce que c'est des pratiques qui sont plus généralisées. C'est ce temps qui s'ouvre. Et c'est pas, enfin, mon incompréhension, c'est que c'est une doctrine double. C'est-à-dire que si c'est sanitaire, on informe tout de suite. Sinon, on laisse... Parce que vous m'aviez dit, le sanitaire peut être du pénal. Mais si c'était du sanitaire et du pénal, vous auriez, me dites-vous, informé immédiatement le grand public. Oui. Mais donc la question que ce soit du pénal ne purge pas le sujet, puisque vous, dans un certain nombre de cas, vous choisissez de le faire. En l'occurrence, je comprends, mais ça peut être un point d'intérêt et de aussi réflexion pour la Commission. La doctrine de l'État en la matière, c'est de dire si c'est pas du pénal, si c'est pas du sanitaire, mais que c'est pas du pénal sanitaire, mais que c'est du pénal autre chose, on laisse se dérouler les enquêtes. J'attire aussi votre attention sur un point, parce que j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus, parce que j'ai compris ce que vous vouliez me dire sur ce sujet-là. C'est finalement la DGCCRF. On les a eus, nous, en audition. Le président Burgois, qui est à côté de moi, qui m'invite à être très souvent sénatorial, lui-même n'a pas pu s'empêcher de ne pas l'être trop devant cette audition, parce que... Je me suis énervé. Exactement. Vous voyez, je l'ai dit de manière sénatoriale, mais c'est une des rares fois où le président Burgois s'est énervé. Pourquoi? Parce que voilà un service qui, 4 ans après, à notre connaissance, n'est jamais allé devant le juge pénal, ne lui a jamais relaté les faits, et donc le seul sentiment qu'on a à la vue du fonctionnement de ce service, c'est que ça a été, que les choses ont traité. Et quand il était devant nous, il nous a dit, moi, attendez, j'attends les réponses du rapport de l'ARS pour pouvoir finalement faire mes PV, parce qu'en fait, je suis aussi en lien avec l'ARS, puisqu'il y a des contrôles qui sont faits par l'ARS, etc. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que de confier finalement l'enquête à la DGCCRF, ça a été non pas la solution vers le juge pénal, mais le bouchon vers le juge pénal, ce qui a empêché le juge pénal de se saisir de l'affaire. Et c'est toute la question que nous posons sur le recours à l'article 40. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que la DGCCRF, pour le coup, est-ce que vous trouvez qu'elle a fait son boulot dans cette affaire? Moi, à la lecture de la note le 14 septembre, mon sentiment, c'est évidemment que la DGCCRF a fait son travail. Il y a eu un signalement à l'ARS, la DGCCRF a fait son enquête, elle a mené des perquisitions, une opération de visite et de saisie. Elle a ensuite remonté la filière pour ensuite identifier si d'autres industriels étaient également concernés par cette question des traitements. Donc,
le 14 septembre, quand je lis la note, il est évident pour moi que la DGCCRF fait très bien son travail. Après, il y a un sujet qui est celui de l'articulation entre les autorités de contrôle. Nous avons un système où la DGCCRF est une autorité transverse de protection des consommateurs. Sur tous les domaines de l'économie, c'est la DGCCRF, l'autorité de protection des consommateurs. Et la DGCCRF est de la sorte l'interlocuteur unique des consommateurs. Ce qui permet de mettre en place Signal Conso, ce qui permet d'avoir un service qui est l'interlocuteur des associations de consommateurs et des consommateurs. La contrepartie, c'est évidemment que la DGCCRF, elle est en interface avec des ministères sectoriels, avec des autorités administratives indépendantes sectorielles, et donc elle a un partage de compétences et il y a quelque part un coût de coordination entre la DGCCRF et ses autorités. Est-ce qu'il faut, dans certains cas, améliorer la coordination entre les services? Sans doute. Est-ce qu'il faut remettre en cause ce système? Je ne pense pas. Honnêtement, après mai 2022, ce dossier, je le vois de trop loin pour pouvoir... je ne le vois pas, pour pouvoir donner une réponse sur ça. Mais en tout état de cause, pour avoir, comme vous le dites, travaillé 4 ans à la DGCCRF, puis 2 ans au cabinet en lien avec la DGCCRF, je pense que c'est une administration qui fait un travail formidable. Non, mais je pense que, monsieur le rapporteur, souhaitez vous faire réagir par rapport à, au fonctionnement global de cette institution sur lequel on est encore. C'est vrai que je me suis un peu énervé une rare fois parce que, peut-être à tort, mais j'ai ressenti qu'il n'y avait pas trop de lien, mais peut-être vous allez nous l'expliquer, entre, on va dire, le national et le local. On va dire, là, donc, au niveau départemental, la direction départementale de la protection des personnes, qui représente, avait travaillé, on va dire, on va parler pour le Gard, avait travaillé en osmose avec l'ARS sur plusieurs fois sur des contrôles, n'a pas ressenti que les informations remontaient, on va dire, au national. C'est ce qu'on a ressenti, où on nous a dit on n'est pas au courant, on ne sait pas. Donc, et pourtant, ils travaillaient ensemble. Donc, je veux dire, même si c'était l'ARS qui avait le leadership sur le local, compte tenu que les équipes étaient ensemble, l'information localement circulait, mais avait l'air de ne pas remonter. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la pratique? C'est pour ça que je me permets de vous interroger là-dessus, parce que comme vous avez une expérience de cette maison, peut-être vous faire repart que ce n'est pas que dans ce dossier-là, c'est dans d'autres dossiers. C'est peut-être la pratique de la maison. Je ne sais pas. C'est pour mieux qu'on comprenne. Vous voyez, moi, ce qui m'a un peu énervé, c'est que ce jour-là, j'avais des personnes fort sympathiques qui étaient devant leur ordinateur et qui n'arrivaient pas à sortir de cet ordinateur. Ils me répondaient en disant « je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant », alors que quand même, ils avaient des responsabilités importantes. Alors peut-être nous expliquer le fonctionnement entre le local et le national de cette belle institution qui est la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes. D'autant, juste pour me mettre dans le sillage du président Burgois, où je me sens si bien. Le siège, vous mettez pas, vous êtes rapporteur. Dans le siège. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'en effet, ce qui était terrible dans cette intervention, dans cet échange, c'est que la DGCCRF nous dit nos agents étaient physiquement présents, nous avons vu les choses, mais nous attendons un rapport de l'ARS pour pouvoir constater qu'il fait que peut-être. Et à la fin, finalement, la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est Foodwatch qui prévient la justice et qui lance les choses plutôt que les services de l'État qui sont dessus depuis 4 ans. Donc là-dessus, j'aimerais vraiment comprendre les choses. Voilà. Ce qui m'avait particulièrement, alors, un terme dans le sud de la France, agacé, c'est qu'on savait que, et on avait les informations à nous de la préfecture du Gard, que l'ARS avait fait son rapport définitif sur le cas du site de Vergès et les services nationaux n'avaient pas l'information. Ils avaient quasiment 6 mois de retard par rapport. Donc, pourtant, de nos jours, comme je leur dis, il y a des portables, il y a des mails, ça fonctionne bien, quoi. Donc, c'est pas ça que, donc peut-être expliquez-nous le fonctionnement interne de cette belle institution. J'aurais des difficultés à vous expliquer le cas particulier là, puisque je parle de cas particulier. Mais est-ce que ça arrive, vous qui connaissez bien cette maison, puisque vous avez eu des responsabilités importantes au cabinet de cette maison, est-ce qu'il arrive de temps en temps, régulièrement ou pas du tout, qu'il n'y ait pas de lien entre le local et le national? C'est ce qu'on veut comprendre. Ouais, Pour moi, dans le fonctionnement normal de la DGCCRF, il n'y a pas de difficulté d'interaction entre le service national des enquêtes, qui est un service à compétence nationale, comme son nom l'indique,
et les services de la DGCCRF dans les directions départementales, ces services travaillent, je pense, très bien. Et d'ailleurs, dans l'affaire dont il était fait mention sur les perquisitions qui avaient eu lieu en décembre 2020, à ma connaissance, il y a eu une très bonne articulation entre les services Localement, locaux ça a fonctionné parfaitement. et le SNE, qui était aussi intervenu dans cette affaire. Honnêtement, je ne saurais pas vous apporter d'explications sur ce point spécifique, sachant que peut-être pour vous donner... À votre expérience, j'essaye de lire votre pensée. À votre expérience, vous n'avez pas d'autres cas où il n'y aurait pas eu de lien entre le local et le national, si je peux me Pour moi, il y a une animation au sein de la DGCCRF qui permet justement aux différents services de coordonner leurs activités. Sachant, après, par ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, il peut y avoir des difficultés si les agents sont dans le cadre d'une commission rogatoire ou dans le cadre de leur pouvoir habituel. C'est-à-dire s'ils sont sous l'autorité du procureur ou s'ils le font sur la base de leur propre pouvoir. Mais honnêtement, je ne saurais pas vous faire l'Occitanie, on n'était pas dans le cas du procureur, puisqu'il n'y avait pas d'information judiciaire. Donc c'était de leur propre initiative. Un contrôle, on va dire, administratif. On est bien d'accord, monsieur le rapporteur? Alors, demande du préfet. Oui, mais il ne reste pas. Je ne saurais pas vous dire. Merci Président. Article 40, j'aimerais qu'on revienne à cette discussion parce que je crois qu'elle est importante aussi pour cette commission. Je refais le film. Les informations dont font état Nestlé en août 2021 sont transmises à la Direction générale de la santé et Jérôme Salomon, directeur général de la santé, interroge sa direction des affaires juridiques pour savoir s'il convient de recourir à un article 40. Charles Touboul, qui est son directeur des affaires juridiques, que nous avons auditionné devant cette commission, nous indique qu'au vu des informations disponibles sur la fraude, à savoir la présence de filtres non autorisés, qui remettent en cause l'appellation d'eau minérale naturelle, les infractions relèvent plus du domaine de la tromperie que du domaine sanitaire. Et dans la mesure où il estime que le risque n'est pas avéré, il en déduit qu'il revient à Bercy et non à la DGS de signaler ces infractions au procureur sur le fondement de l'article 40. Ensuite, je vous donne les suites de cette théorie, parce qu'il théorise un peu les choses. On lui pose quand même un certain nombre de questions, parce que lui-même était au courant. Et M. Touboul nous dit, une théorie qui n'engage que lui, néanmoins, sur le recours à l'article 40, il estime qu'il revient aux fonctionnaires dont le domaine de compétence est directement concerné par les éléments susceptibles de caractériser une infraction, de prendre la responsabilité d'un tel signalement, car il dispose de compétences techniques les plus adéquates pour en apprécier l'opportunité. Ma question, c'est, l'impression que j'ai, c'est que cette personne qui était la plus adéquate, c'était à la fois vous et votre ministre sur ce sujet-là, et que lorsque je vous écoute, j'ai l'impression que tel que vous voyez aujourd'hui le fonctionnement de la DGCCRF côté Bercy et tel que vous l'exprimez, la DGCCRF vous libère quelque part de vos obligations vis-à-vis de l'article 40. C'est-à-dire que vous considérez que le fait de lancer une enquête auprès de la DGCCRF suffit, et que vos obligations issues du Code de procédure pénale, finalement, ne trouveraient pas à s'appliquer parce qu'il existerait ce SNE, ce Service national d'enquête. Est-ce que c'est ça qui... Parce qu'en vous écoutant, c'est mon sentiment. Le sentiment, c'est que le SNE, faire au SNE, pour vous, c'était comme gérer la question pénale une bonne fois pour toutes. Et du coup, comme elle n'a pas été gérée par le SNE, forcément, ça appelle des questions de notre part. Alors, je serais bien en difficulté d'apporter autant d'éléments juridiques que le directeur des affaires juridiques du ministère de la Santé. Pour autant, pour moi, déjà, premièrement, je n'ai pas eu de contact avec Nestlé Waters, donc je n'ai pas recueilli quelconque information de leur part sur cette situation. Donc les informations dont je dispose, elles me proviennent de la DGCCRF. Or, la DGCCRF, elle a des pouvoirs d'enquête propres. Et en 4 ans à la DGCCRF et 2 ans au cabinet, je ne crois pas une seule fois avoir entendu parler d'un agent de la DGCCRF qui fasse un article 40 dans le cadre d'une procédure pour laquelle elle est habilitée. C'est-à-dire que si dans le cadre d'un contrôle, un agent de la DGCCRF est informé d'une pratique qui relève du Code du travail ou d'autres choses pour lesquelles il n'est pas compétent, il est susceptible de pouvoir faire un article 40. Mais dans le cadre des pouvoirs et d'une pratique commerciale trompeuse, donc qui est définie au Code de la consommation pour lequel il est habilité, pour moi, la question ne se posait pas. Et donc, à mon propre titre, je n'avais pas d'informations directes sur ce qui avait été déclaré par Nestlé. Des agents habilités à la recherche d'infractions et de fraudes, de pratiques commerciales trompeuses, étaient déjà informés de cette situation.
Donc pour moi, l'article 40 n'avait pas lieu d'être. Merci de votre réponse qui en fait reprend un petit peu ce que je vous ai indiqué. Je pense que c'est à peu près la même veine. C'est pas dit de la même manière, mais c'est un peu la même idée qui s'exprime. Une question donc sur le SNE, parce que vous y avez été. Est-ce que les délais, quand nous savons que donc dès août 2021 et même avant en 2020, il y a des enquêtes, et que chez Nestlé, il n'y a aucun signalement au procureur qui est fait 4 ans plus tard, lorsque les révélations de presse interviennent en 2024, et que donc évidemment le sentiment du consommateur, du Français qui regarde ça, c'est de dire l'État quelque part a couvert ou n'a pas traité le risque pénal. Comment vous regardez ça? Est-ce que c'est classique que ça mette autant de temps à remonter? Et est-ce que c'est pas un peu inquiétant dans ce cadre-là par rapport aux droits du consommateur? Est-ce que vous trouvez que la procédure est longue? Enfin, quand vous regardez les choses, qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, je le répète, le service national des enquêtes s'est saisi d'un signalement en 2020, je ne saurais pas vous dire la date exactement, et a mené une enquête qui est, à mon sens, remarquable, puisqu'elle ne se contente pas de regarder ce qui a fait l'objet du signalement, mais elle va plus loin. Elle se demande si d'autres personnes ont également la même pratique et elle étend son enquête. Après, je vous disais tout à l'heure, le délit de pratique commerciale trompeuse, le délit de tromperie, pour réussir à arriver devant le juge avec un dossier qui soit recevable, qui soit suffisamment complet pour que les faits puissent être jugés, il faut une enquête longue, parce qu'il faut apporter un certain nombre d'éléments au dossier, il faut démontrer un certain nombre de points pour pouvoir avoir un dossier robuste. Même lorsqu'il y a des aveux. Après, même lorsqu'il y a des aveux des personnes. Alors, je ne sais pas, je n'étais pas là le 31 août, je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Après, les délais, vous me posez la question des délais en général. Les enquêtes du SNE peuvent être longues. Si les dossiers sont complexes, les enquêtes peuvent être longues. Après, je ne pourrais absolument pas me prononcer sur le délai des enquêtes en question, puisque je n'ai pas tous les éléments dont je devrais disposer pour pouvoir avoir ce jugement. Je finis sur ce point, après je passe à un autre sujet, mais peut-être le 27 octobre 2021, Virginie Beaumenier, DGCRF, écrit à Lucie Poivert, votre collègue que vous connaissez si bien, avec vous en copie, que le SNE termine l'enquête en cours, qui se déroule sous l'autorité du procureur, mais qu'il n'y a pas lieu d'en engager d'autres dans l'attente des conclusions de la mission IGAS. Vous savez pourtant qu'il y a des fraudes qui sont commises par Nestlé. Pourquoi temporiser dans l'attente des conclusions de la mission? Est-ce que ça ne revient pas, d'un point de vue purement factuel, à laisser un blanc-seing à Nestlé? Et d'autant plus que nous savons que les autorités administratives locales, les ARS, la préfecture, ont volontairement été tenues à l'écart de ces révélations et qu'elles ne diligenteront pas de contrôle immédiat, mais un an et demi même plus tard. Comment vous expliquez ça? Je pense que sérieux, diligence, c'est ce que vous exprimez. Là, on est quand même dans l'exact contraire, non? Je pense qu'il faut revenir au fondement de la mission IGAS. Le fondement de cette mission IGAS, à mon sens, c'est justement de créer ce cadre qui permette au SNE d'apporter les éléments dont il dispose et de rassembler avec l'IGAS quelque part en architecte ensemblier, les ARS et le service national des enquêtes. Donc, et l'IGAS dispose des mêmes pouvoirs d'un point de vue pénal que le SNE? Les ARS, vous connaissez sans doute maintenant mieux que moi la répartition des compétences entre la DGCCRF et les ARS. Les ARS sont plutôt compétentes à la fois techniquement et juridiquement pour l'amont, pour la partie entre la source et l'embouteillage, et le service national des enquêtes et la DGCCRF pour l'autre déjà embouteillé. Donc il faut une articulation entre les deux, et la DGCCRF a besoin d'informations, elle a besoin de l'expertise, de l'analyse des ARS pour pouvoir finaliser ces procédures. Et c'est pour ça qu'on a fait cette mission IGAS avec les deux entités ARS et Service national des enquêtes ensemble pour pouvoir travailler en collaboration et pouvoir accélérer les investigations. Ok, même si le cadre du coup n'est plus le même que celui du Service national d'enquête. L'idée était vraiment de reprendre. Vas-y, oui, c'est comme ça qu'elle est rédigée, la saisine de l'IGAS, c'est de reprendre les éléments dont dispose d'ores et déjà le SNE pour pouvoir les partager et que chacun,
en ce qui le concerne, puisse travailler en collaboration. Alors, comment vous expliquez que ni au terme de la première enquête du SNE, pour laquelle il n'y en aura pas de deuxième sur Nestlé, ni au terme du rapport IGAS, il n'y aura d'article 40 et de saisine du procureur pour faire cesser les atteintes aux droits de la consommation, et qu'il faille attendre qu'en bout de chaîne, sur un seul endroit du territoire, c'est-à-dire dans le Grand Est, une directrice générale, après avoir obtenu le feu vert, ce sont les mots qu'elle utilise, de son cabinet, soit celle qui a, elle seule, fait cet article 40, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas en Occitanie. Est-ce que vous trouvez que finalement, on a bien protégé les droits du consommateur et on a bien tenté de faire cesser les infractions? Parce que pour le coup, je trouve que le raisonnement pourrait encore tenir si après l'enquête de l'IGAS, il s'était passé quelque chose. Ce n'a pas été le cas. Il a fallu attendre les ARS et le contrôle d'une personne, une ARS seulement, par rapport aux différents sites qui étaient concernés. Sur ce point, je ne suis pas en capacité de vous répondre, puisque... Vous avez un avis? Est-ce que vous avez un avis sur le fonctionnement de la DGCCRF? C'est la qualité de son travail. Vous pouvez avoir un avis sur... Est-ce que ça vous semble normal, vous, en tant que haut fonctionnaire, au service de l'intérêt général, qu'il n'y ait eu aucun signalement au procureur de la République au terme de ces enquêtes qui, pourtant, faisaient état, et de cette mission d'inspection qui faisait état de fraude et de non-conformité? Je n'ai pas les... Enfin, je suis désolé, monsieur le rapporteur, je n'ai pas les éléments qui me permettent d'apporter un jugement sur ça. C'est postérieur à mon départ du cabinet. Je n'ai plus les informations qui me permettraient de juger. Très bien. Et c'est terminé pour moi, monsieur le président. J'aurais une question double par rapport à vos fonctions donc, au ministère de la Consommation en tant que conseiller dans ce domaine-là. Est-ce que sur ce sujet, sur ce dossier, est-ce que vous avez eu à un moment un contact avec Matignon, collaborateur de Matignon, alors montant ou descendant, quelqu'un de Matignon vous aurez appelé ou vous appelez quelqu'un de Matignon. Idem pour concernant l'Élysée. Est-ce que quelqu'un, un collaborateur, vous aurait appelé ou vous appelé? Et par rapport au local, est-ce qu'à un moment donné, avec les autorités locales, préfecture, ARS, DDPP, également, vous auriez eu un contact, alors montant ou descendant, c'est-à-dire vous appelez ou quelqu'un vous tenez au courant sur ce dossier? Je n'ai pas eu de contact avec l'Élysée ou Matignon sur ce dossier. Ni avec les échelons. C'est pas un piège, c'est juste pour la culture générale de la commission d'enquête. Non, je n'ai pas eu d'échange avec eux. Et au niveau local, est-ce que, par exemple, la préfecture, l'ARS, vous aurez tenu au courant, etc., ou vous, pour avoir des informations, appelez l'ARS ou la DPP, surtout la DPP au conseil? Non, je n'ai pas eu de contact avec les ARS ou avec les préfectures sur ce sujet. Pardon, Président, juste une ultime question qui me revient, mais qui est une question technique. Lorsque vous étiez directeur de cabinet de la DGCCRF, est-ce que vous aviez entendu parler de l'enquête en question? C'est difficile à vous dire. J'étais au courant, je crois en décembre 2020, des opérations de visite et saisie, les OVS qui avaient eu lieu. Le lancement de l'enquête, je ne saurais pas vous dire si j'étais informé ou non. D'accord, merci. Et puis, compte tenu de votre expérience de la maison, est-ce que vous auriez, par rapport, parce que vous savez, notre travail de parlementaire, c'est aussi pour être des propositions. Donc, avec votre expérience professionnelle, est-ce que par rapport à ce dossier-là, vous auriez une idée de proposition, de préconisation à nous faire qu'on pourrait retenir? Bien sûr, on a nos idées, le rapporteur a beaucoup d'idées, je lui fais confiance. Moi, je pourrais avoir quelques idées aussi de mon côté, mais est-ce que vous auriez une préconisation à nous faire pour j'allais dire surtout, qu'il y ait beaucoup plus de transparence par rapport à nos concitoyens et par rapport aux consommateurs, parce que je pense que ce qui est le plus important, c'est quand même que le consommateur puisse, dans ce cas-là, boire un produit de qualité en toute transparence et sans se poser des questions. Je pense pas. Évidemment, là, je pense qu'il n'y a pas de baguette magique pour permettre de concilier les impératifs de protection du secret de l'enquête et la transparence. Donc là, on est face à deux objets qui sont un peu contradictoires. Donc, je n'ai pas de solution miracle pour répondre à cette question. Pour autant, effectivement, on pourrait songer à des dispositifs qui permettraient, à un moment donné de l'enquête, de pouvoir permettre d'obtenir de la transparence. Mais
peut-être je ne vous ai pas totalement bien écouté, monsieur le rapporteur, mais là, je pense plus aux concitoyens que peut-être à personne qui a des responsabilités dans divers ministères. Par rapport à ces faits-là, est-ce que pour vous, même, vous posez à un moment, en tant que citoyen français, vous vous dites, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire la transparence avec une saisine de... je ne sais pas par rapport aux fonctions, en tant que citoyen français, pour qu'il y ait plus de transparence, il aurait fallu quand même, sur le site notamment d'Occitanie, qu'il y ait peut-être eu à un moment une information judiciaire ouverte pour clarifier la situation. Enfin, je ne saurais pas vous dire pour ce dossier en particulier. Après, voilà ce que je vous disais, il y a peut-être des dispositifs à trouver pour améliorer la transparence au moment de la transmission par la DGCRF des informations. Après, là encore, il n'y a pas de formule magique parce qu'il faut respecter les droits de la défense, il faut respecter le secret de l'enquête. Et donc, il n'est pas évident de trouver le juste équilibre. Écoutez, on va vous remercier, monsieur Tanguy. Vous avez été rapide, monsieur le rapporteur. On avait 1 heure, vous avez fait un 3/4 d'heure, même avec un peu de retard à votre arrivée, donc en plus en 40 minutes. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Tanguy, et bon après-midi. Nous, on va continuer avec notre collaborateur de cabinet. Merci beaucoup. Merci.